Bonjour Olivier, Bonjour. merci à toi de me consacrer un peu de temps pour cette interview. Alors, je rappelle un peu l'objectif, c'est de parler un peu de ton expérience LinkedIn et puis ce que ça t'a apporté en gros. Parce que comme tu le sais, moi j'ai mis en place une communauté que je veux adresser à des experts D'accord. avec de la formation, du coaching et l'idée c'est de leur apporter un soutien un peu au long cours, tout au long de leur apprentissage. Et les discussions que j'ai eues avec toi ou avec d'autres personnes, professions libérales ou des indépendants, m'ont fait construire un peu cette offre de service. Donc aujourd'hui, au travers de ton expérience, c'est de leur apporter un peu des éléments. Donc, première question. Aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais le présenter, mais comment le présenter? Notaire ou créateur de contenu? Ouais, c'est une bonne question, effectivement. En réalité, on va sur les réseaux déjà avec son statut social, en réalité, parce que euh, c'est un réseau où l'attention des gens est retenue par plusieurs éléments. Donc le premier élément, c'est toutes les preuves sociales qu'on peut fournir à son auditoire pour démontrer qu'on a une crédibilité et qu'on a une plus-value à lui apporter. De ce point de vue-là, effectivement, moi j'ai débarqué sur LinkedIn parce que c'est le principal réseau social sur lequel je suis déployé actuellement. Je suis arrivé en tant que notaire. Donc c'est vrai que ce statut de notaire en soi constitue déjà une preuve sociale vis-à-vis de l'auditoire parce que tout le monde sait ce qu'est un notaire. On n'a pas besoin de définir son périmètre d'activité. Et puis en plus de ça, on sait que c'est un métier qui nécessite l'obtention d'un certain nombre de diplômes. Donc c'est vrai que ça règle déjà une grande partie de l'aspect preuve sociale au niveau du réseau. Après, il y a d'autres gens qui n'ont pas forcément je dirais, cette clarté au niveau de leur périmètre d'activité. Et c'est pour ça que ces gens-là vont, par exemple, plus s'attacher à avoir un nombre d'abonnés important. Pourquoi? Parce que avoir un nombre d'abonnés important fournit cette preuve vis-à-vis de l'extérieur qu'on est quelqu'un qui attire l'attention et qui a de la valeur à apporter à son audience, en réalité. Donc, déjà, oui, je suis arrivé en tant que notaire. Donc, j'ai quand même eu une phase d'observation assez longue. Ça fait un moment que je m'intéresse à LinkedIn, plusieurs années, mais je m'étais jamais vraiment lancé. Je regardais ça de loin. Et puis, ce qui m'a décidé à me lancer sur LinkedIn en tant que justement plus seulement consommateur de contenu, mais créateur de contenu, c'est le confinement de mars 2020, en réalité. Parce qu'avant cette date, j'avais déjà lancé plusieurs actions au niveau comment dire, pour que notre groupe d'études, c'est vrai que je ne me suis pas présenté, je vais rembobiner un peu peut-être. Donc je suis notaire associé du groupe Acté Notaire Associé qui a 3 études en France. On est une cinquantaine dans le groupe avec une quarantaine d'employés et 6 associés et plusieurs notaires salariés également. Quand j'ai rejoint le groupe en tant qu'associé, parce que moi j'exerce à Paris, dans le 15e arrondissement, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était technologie numérique et donc j'ai commencé à m'intéresser à ce que pouvaient amener ces technologies, ces usages pour le développement d'une entreprise. Donc je m'étais notamment intéressé à LinkedIn, mais pas en tant que producteur de contenu, plus en observateur et en consommateur de contenu. Donc le confinement de mars 2020 m'a amené à me lancer en tant que créateur plus actif, dans un rôle entre guillemets plus productif. Pourquoi? Parce que je venais juste de racheter mes parts à mes associés 3 jours avant le confinement de mars 2020. Donc je me suis retrouvé avec beaucoup de dettes, des entreprises complètement à l'arrêt.
Et c'est vrai que c'était un peu panique à bord quand on se replace à cette époque-là, en mars 2020. On se disait, non mais que va engendrer? On se disait, est-ce qu'un jour on va remettre le nez dehors, en fait? On ne savait vraiment pas. Donc les premières semaines, c'était quand même, c'était un peu la loose, hein, c'est ce qu'on peut dire de cette époque-là. Et je me suis dit, bon, il faut que tu sois présent sur le digital, le numérique, si au moment où l'activité reprend, tu veux tirer ton épingle du jeu et qu'on a des contraintes de déplacement qui sont importantes, qu'on ne peut plus voir les gens physiquement. Et donc là, je me suis retrouvé bloqué à la maison, sans mon emploi du temps quotidien millimétré. Et j'ai eu beaucoup de temps pour m'intéresser à ces sujets-là. Donc, c'est là que j'ai commencé à me dire que LinkedIn pouvait être une plateforme intéressante pour acquérir de la visibilité et convertir cette visibilité en chiffre d'affaires, tout simplement. Justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aujourd'hui? Est-ce que tu as réussi? Est-ce qu'aujourd'hui, LinkedIn est un apporteur d'affaires? Comment tu... Alors, c'est vrai que LinkedIn, c'est vraiment un travail de long terme, hein, si on veut se lancer sur cette plateforme, parce que ce qui paye, en fait, c'est la récurrence hein, au niveau de la visibilité. Euh, il y a peut-être des gens qui arrivent à acquérir de la clientèle en faisant peu de publications, mais avec une grande valeur ajoutée. Mais c'est vrai que c'est pas, à mon avis, c'est pas évident. La production de contenu n'est pas non plus quelque chose de facile. Bon, moi, pour tirer un bilan de ce que je fais, donc pour te donner des repères chronologiques, donc j'ai commencé à m'intéresser à LinkedIn en mars 2020. J'avais du temps, donc j'ai passé beaucoup de temps sur la plateforme. Je me suis formé, j'ai fait des masterclass. Et j'ai commencé à publier fin avril 2020, quand on était proche de la fin du confinement. Donc ça, au début, ben, on a des publications qui sont quand même pas mal confidentielles, surtout qu'au début, j'avais pas une fréquence de publication très 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 importante. Donc les résultats mettent du temps à venir si on agit sur les publications, sur la création de contenu, parce que il faut le temps de trouver son identité, publier, il faut que les gens te lisent. Après, c'est une fois que on est revenu plusieurs fois avec des publications sur des thèmes précis, qu'on peut être amené à convertir en termes de retour et de chiffre d'affaires. Donc moi, effectivement, maintenant, là, on est le 2 février 2022. Effectivement, ça va faire presque 2 ans, le temps passe vite. Hein. Oui, effectivement, LinkedIn permet de développer sa clientèle, effectivement. Alors pour moi, c'est pas un vecteur indispensable, c'est pas mon principal vecteur de développement de clientèle, mais effectivement, si vraiment on a ce besoin-là, je pense que c'est la plateforme qui permet l'acquisition de clientèle la plus rapide. La création de contenu n'étant pas le seul moyen d'avoir de la visibilité et de transformer des contacts en clients ou en partenaires d'affaires. Bon, après, c'est vrai qu'on est très démarché sur LinkedIn. Hein, il y a des gens qui font des mailings, qui font des approches directes. Il y a des gens qui travaillent leur visibilité dans les commentaires. Il y a plein de techniques différentes pour arriver à développer son chiffre d'affaires sur LinkedIn. Moi, personnellement, je ne travaille pas du tout par approche directe, mais je pense que sur LinkedIn, il y a des gens qu'on ne voit jamais en termes de production de contenu et qui ont certainement des résultats très intéressants en termes de développement de clientèle. Donc moi, oui, c'est un vecteur important. Paradoxalement,
avant d'aller chercher des clients dans un cercle éloigné, ça va déjà rapprocher des gens qui sont dans son entourage immédiat, parce qu'au début, quand on publie, on n'a pas forcément un réseau important. C'est vrai que moi, j'ai commencé sur LinkedIn, j'avais quelques centaines d'abonnés. Aujourd'hui, je crois que j'ai dépassé les 18 000 abonnés, donc j'ai quand même pas mal développé mon réseau pendant ces 2 années. Et c'est vrai que effectivement, c'est pas le seul moyen de, de développer sa visibilité, mais effectivement, la création de contenu, est un bon vecteur. Mais pour moi, ça ne m'apporte pas que ça, en fait, d'être visible sur LinkedIn. C'est-à-dire que ça permet aussi de travailler sur son image, ça permet aussi de travailler sur l'image de son entreprise, sur ses valeurs. Donc, ça peut avoir un impact sur le recrutement, ça peut faciliter des recrutements. Et puis, ça peut aussi permettre de travailler son image. Ça crée de la sympathie, quoi. Ça t'humanise un peu auprès des gens. Tu n'es plus qu'un nom et un prénom. Des gens qui auraient peut-être eu de la réticence ou qui ne m'auraient pas connu, tout simplement, bah, peut-être que là, j'ai transformé des contacts lointains en opportunités très, très concrètes. Et c'est vrai que c'est une chose dont je me suis aperçu, c'est que avant d'aller au bout en fait, avec LinkedIn, on peut toucher des gens au bout du monde. C'est-à-dire qu'en un clic, on peut avoir accès à des gens en Australie, à Singapour, aux États-Unis. Mais paradoxalement, on a d'abord des retours dans son entourage immédiat. C'est-à-dire que moi, les premiers à m'avoir dit que j'avais de la visibilité, bah, c'est des gens qui travaillent dans mon quartier, c'est des agences du quartier, c'est des clients. Et donc, c'est vrai que ça permet de resserrer ses liens avec sa clientèle aussi. C'est-à-dire que avant, ma clientèle me voyait uniquement au moment où elle passait dans mon bureau pour les actes. Donc, potentiellement, il y a des gens que je voyais bah, une fois peut-être tous les 5 ans. Ben, si ces gens-là me suivent sur LinkedIn, ils peuvent me voir toutes les semaines, en fait. Donc, c'est vrai que ça resserre les liens avec son entourage proche. Et ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. C'est intéressant ce que tu dis, c'est très riche à la fois. Et il y a plein de choses que je dis dans la formation. Et en fait, je vois qu'en 2 ans, tu as acquis une compétence énorme. Tu as compris beaucoup, beaucoup de choses. Alors, 2 ans, c'est long. Mais l'idée, justement, moi, de la formation, c'est de raccourcir un peu ce temps-là et donner un maximum d'informations aux gens. Et je trouve ça hyper intéressant que sans qu'on se soit concerté, que tu racontes un peu enfin, des choses qui sont des vérités, quoi. Et du coup, il y a pas mal de choses sur lesquelles je voulais rebondir. Je vais essayer de le faire dans l'ordre. Tu parlais de ton audience. Est-ce que tu peux nous donner un peu des indications? Aujourd'hui, vous êtes 18 000 abonnés. Ça correspond à combien de gens à peu près combien de gens tu peux toucher par poste, par exemple? Au niveau des statistiques, alors effectivement, au niveau de la visibilité, oui, effectivement, c'est allé crescendo, hein. C'est-à-dire que j'ai commencé, on va dire, au printemps 2020 à publier. Et j'ai regardé les chiffres justement avant de me connecter. Une estimation, je ne sais pas, on va dire que du printemps 2020 au 31 décembre 2020, j'ai dû faire 200 000 vues sur mes publications. Bon, ce qui est déjà beaucoup, hein, 200 000 vues, parce que je ne sais pas combien peuvent coûter des espaces publicitaires dans des médias un peu plus classiques, mais pour arriver à toucher 200 000 personnes sur des publications, je pense qu'il faut déjà investir des budgets qui sont assez conséquents. Donc j'ai dû faire peut-être une trentaine de posts sur ma première année. J'ai eu 200 000 vues dessus. Et après, à partir de l'année 2021, là, j'ai commencé vraiment à être plus régulier. Bon, parce que déjà, j'avais quand même continué à mon apprentissage sur la plateforme. J'avais beaucoup réfléchi à de nouveaux contenus. Donc, c'est vrai qu'après, ça fait un effet boule de neige, hein. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a quand même, il faut être prêt à investir du temps.
en réalité, parce que c'est pas des choses faciles. Franchement, percer sur un réseau social, c'est vraiment une démarche qui prend du temps quand on veut le faire en tant que créateur de contenu, en réalité. Moi, je l'ai fait parce que j'ai eu cette opportunité un peu fortuite de me retrouver à la maison avec du temps, poussé par la nécessité parce que je venais de prendre des gros engagements financiers et puis je n'avais pas du tout de revenus. Donc ça, c'est un bon stimulant pour commencer une activité. Et puis c'est vrai que j'ai une vision, j'ai une intuition en fait. Je me suis dit, je pense que là, il y a une opportunité et je fais tapis en fait. J'investis des moyens parce que j'aurais pu investir ce temps-là dans autre chose, hein, dans des formations juridiques, du networking, d'autres choses. Mais j'ai voulu faire comme ça. Donc après 2021, j'ai vraiment passé une vitesse supérieure en niveau de production en tant que production de contenu. Et là, sur l'année 2020, j'ai dû publier 140 posts sur l'année 2021 et je suis à un peu plus entre 5 et 6 millions de vues sur mes publications. Donc là, j'ai senti que je franchissais un palier parce que ça a été exponentiel en termes de prise de contact, de retour sur les publications et aussi de retour dans le monde réel, parce que tout ça ne reste pas dans un univers numérique. Effectivement, il y a un impact après dans le monde réel, parce que les gens te lisent, les gens te voient, te regardent, te commentent, et après, quand tu les croises, ils t'en parlent, en fait. Et il y a plein de gens qu'on ne voit pas, qui ne likent pas, qui ne commentent pas, qui sont des consommateurs plus discrets, mais qui, en fait, sont des gens qui sont très fidèles, en fait, hein, et qui connaissent. Donc, moi, quand j'en ai pris conscience en allant au congrès des notaires de Nice, là, au mois de septembre, qu'on avait couvert ensemble. Ouais, ouais, C'est vrai que depuis le début aussi, on a travaillé tous les deux hein, sur ces sujets-là. Moi, je suis sur le contenu littéraire, je suis plus en autoproduction. Mais après, sur la production de vidéos, c'est vrai que là, c'est vraiment un sujet qu'on a commencé tous les deux, quoi. Et je me rappelle de la première vidéo que j'avais faite à Nice, je t'envoyais les rushs. ouais. C'est des souvenirs, parce que je me rappelle qu'une vidéo de 2 minutes, pour donner un ordre d'idée aux gens, moi j'avais passé 8 heures dessus. Là, j'avais passé peut-être 4 ou 5 heures là, sur la colline où j'étais allé. J'avais passé 1 heure ou deux à l'écrire. Après, je t'avais envoyé les rushs, on avait fait du montage. Enfin, c'est toi qui avais fait les montages, mais on avait retravaillé ça. Donc c'était un travail de titan pour 2 minutes de contenu. Alors depuis, on a rationalisé quand même. Ouais, c'est ça. J'ai investi beaucoup de mon temps dans cette démarche-là. Donc voilà, pour accrocher aux statistiques, effectivement, sur des publications, pour donner une fourchette, sur une publication, je vais être sur un minimum de 10 000 vues pour, entre guillemets, un petit poste et jusqu'à 1 million de vues, qui est mon plus gros poste, qui avait fait pas mal de buzz sur le logo de la chaîne YouTube, effectivement. C'était presque une affaire d'État. Donc ça avait fait du buzz, effectivement. Donc voilà, des fois on a des posts qu'on trouve très bien et qui font pas tant de vues que ça, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis des fois on a des posts un peu mystérieux comme ça qu'on envoie et puis qui font des centaines de milliers de vues. Et là, effectivement, on a beaucoup de retours. On a beaucoup de retours. Alors après, c'est vrai que j'ai pas commencé dans ces fourchettes-là. Hein, quand j'ai commencé, là, c'est vraiment la fourchette de 2021. Maintenant que je suis quand même installé dans la plateforme. Hein, c'est-à-dire que quand là, entre les publications, je vais bientôt être à 200 posts depuis mes tout débuts sur LinkedIn. Donc j'ai plein de gens qui me connaissent, qui me suivent de façon régulière. Donc c'est vrai que quand on commence, on n'a pas cette base-là de gens qu'on appelle des followers en réalité. Donc qui sont des gens qui sont vraiment intéressés par ce qu'on fait sur le fond ou qui aiment le personnage qu'on incarne, sa ligne éditoriale. Quand on commence, on n'a rien de tout ça. Donc c'est sûr que les premières publications ne vont pas forcément faire beaucoup de vues. Et je pense qu'il ne faut pas, quand on commence, se fixer des objectifs démesurés en termes de quantité, en termes de retour également,
il faut se donner du temps pour obtenir des résultats. Parce que si on se dit, je commence le 1er mai et le 30 mai, il faut que je sois influenceur et que je fasse 10 millions de vues, forcément, on arrive à une situation de frustration. Mais c'est sûr qu'il faut aimer ça, parce que c'est une course de fond. Et en fait, il ne faut jamais s'arrêter, quoi. Parce que si on s'arrête de courir, on disparaît, en fait. Ouais. Ouais, c'est pour ça, face à ton expérience et à celle d'autres, je sais que c'est un travail de fond. C'est pour ça que j'ai mis en place mon offre pour aider justement à accélérer un petit peu, que ce soit sur l'apprentissage, mais que ce soit aussi sur mécaniquement générer des commentaires, parce que c'est ça en gros. Ah, c'est sûr, ouais, 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 il y a les commentaires, il y a la ligne éditoriale. Et c'est vrai que bah, une formation comme celle-là, je pense que c'est important de la suivre au début, quand on commence, parce qu'en fait, ça fait gagner des dizaines d'heures d'observation, de consommation, de plantade en tout genre. Moi, j'ai fait des masterclass. Mais bon, tu m'as parlé un peu de ta formation, on se connaît bien, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Il y a plein de choses qu'on a appris ensemble, en fait. Hein. Et, euh, et Bah, le fait est, c'est c'est important que ce que tu disais, c'est le test and learn. Moi, c'est ce que je dis dans la formation, il faut tester. On n'est pas à l'abri d'un succès, donc c'est important. Et c'est ce que ton message, c'est un peu ça aussi. ouais, c'est ça, effectivement, il faut faire des tests. Après, pourquoi je dis qu'il faut se donner du temps, c'est que faut pas rechercher le viral à tout prix, faut pas courir après le buzz. Parce qu'en fait, alors globalement, LinkedIn, c'est une plateforme où les gens se tiennent bien. Enfin, se tiennent bien, se tiennent mieux qu'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller faire un tour sur Insta, sur Facebook. Moi, j'ai essayé de publier un peu sur Facebook. J'ai trouvé ça atroce en termes de retour. J'ai trouvé que les gens étaient quand même. J'ai trouvé que ça manquait de tenue. Et c'est pas facile de générer du business vraiment sur Facebook. Faut vraiment bien le cibler. Après, cette bienveillance en surface, il faut quand même faire attention à ce qu'on publie parce que on expose quand même sa réputation au grand jour et il faut faire attention au retour qu'on peut avoir parce que si on touche une corde sensible, qu'on est un peu maladroit dans sa façon de publier, on a vite des retours désagréables en commentaire, en message, etc. Et ça, on peut mal le vivre en fait. Donc, et moi, j'ai observé des gens comme ça, je ne donnerai pas de nom, hein, mais j'ai vu des gens ont démarré avec plutôt des bons résultats en termes de visibilité, des lignes éditoriales plutôt sympas. Et puis après, ces gens-là, il y en a des fois comment dire, qui baissent un peu en termes de ce qu'on appelle de reach sur LinkedIn, c'est-à-dire en termes de portée, c'est-à-dire qu'ils font peut-être moins de vues, ils ont moins de commentaires, moins de likes. Je pense que tous les créateurs de contenu rencontrent des périodes comme ça. Alors, soit c'est au début, on a du mal à percer, soit c'est en cours, à un moment donné, on a une période où on est moins bien en termes de portée. Et donc là, quand on est dans des périodes comme celle-là, il faut éviter de chercher le viral à tout prix, en se disant, voilà, moi j'ai un certain objectif sur LinkedIn, j'ai une certaine ligne éditoriale que je me suis définie, alors elle peut évoluer, bien entendu, mais il ne faut pas qu'elle soit guidée uniquement par la recherche de la viralité, en fait. Hmm. Moi, j'ai vu des gens être sur des contenus plutôt sympas au début, après on les voyait plus trop, et puis après on les voit revenir sur des sujets hyper polémiques. Alors là, c'est des likes par centaines à chaque publication, mais je m'interroge quand même sur le retour en termes de réputation et en termes de business sur des sujets vraiment hyper polémiques, qu'ils soient politiques, médicales, vaccinales, etc. Hmm. Moi, je suis assez sceptique là-dessus. Et ça, c'est un grand piège hein, pour les réseaux sociaux dans lequel j'ai vu pas mal de gens tomber, qui est de dire, voilà, je veux de la portée, ou alors je veux faire encore plus de portée, ou alors je veux garder ma portée,
Donc, je vais sur des sujets qui m'amènent de la portée. Mais ce n'est pas forcément une bonne boussole pour ces affaires. Il faut accepter des fois de faire peu de vues sur des publications. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème en soi. Il y a plein de gens qui publient et qui font pas de vues, mais c'est pas, ça n'entame la crédibilité de personne, en fait. Par contre, faire une publication blessante, mal rédigée, polémique, ça peut, et qui est virale, là, ça peut poser un gros problème de réputation. Ça peut donner des ondes. Donc, c'est un bon outil. C'est un bon outil, hein, LinkedIn, les réseaux sociaux en général, mais il ne faut pas attraper le couteau par la lame, en fait, hein, parce que sinon, on peut vraiment se faire mal. Non, c'est vrai, tu as raison de le dire. Sur cet angle-là, et ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est quand on n'est pas sûr, on ne publie pas. Vaut mieux s'abstenir. Moi, c'est mon opinion. Hein. C'est-à-dire que je préfère rater un buzz plutôt que faire un mauvais buzz. Ouais. Non, tu as raison. T'as raison. Et pour revenir un peu à mes petites questions, tu disais donc voilà au début tu publiais pas forcément beaucoup. D'ailleurs sur la plateforme on pouvait publier une fois par semaine et être visible. Aujourd'hui depuis le mois de septembre à peu près plus on publie plus on est visible. Hein, c'est quelque chose qu'on a observé aussi ensemble. Et tu disais également, bon ben voilà, j'ai commencé, il n'y avait pas d'activité notariale, etc. Mais aujourd'hui, il y en a. Donc, comment tu fais pour allier les deux? C'est quel est ton quotidien? Et c'est un peu ce que je propose, enfin ce que je conseille moi dans la formation, c'est imposez-vous une routine. Ah oui, c'est ça. Quelle est ta routine? Ben, c'est sûr qu'après, il faut intégrer ça comme étant quelque chose de nécessaire et d'obligatoire dans son quotidien. C'est-à-dire que moi, ça m'a pris du temps, hein, mais aujourd'hui, je ne me pose plus la question de savoir si cette semaine, je vais publier sur LinkedIn et combien je vais publier. Alors, il y a des semaines où je publie plus que d'autres, mais c'est sûr que chaque semaine, je vais faire au moins 3 posts. Hein. Globalement, là, ma fréquence de publication, c'est entre 3 et 5 posts par semaine. Et donc ça, très honnêtement, ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail, mais c'est quelque chose que je me suis imposé au fil du temps. C'est pas venu tout de suite, hein, parce qu'au début, il faut quand même que ça rentre dans sa routine de travail. Il faut l'allier avec un emploi du temps qui effectivement peut être parfois et même souvent assez chargé. Mais aujourd'hui, pour moi, être sur LinkedIn, publier, c'est comme ouvrir son courrier tous les jours, en fait. Je ne me pose pas la question. Et je pense qu'à terme, ça va être comme ça pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se pose pas la question de savoir si on va regarder ses mails demain ou aujourd'hui ou après-demain. On regarde ses mails tout le temps. Ben, je pense que les réseaux sociaux, ça va devenir pareil. Alors, pour les individus, c'est déjà le cas. Il y a même, on est même tombé dans une forme d'excès, hein, c'est-à-dire qu'on a des gens qui passent leur vie quasiment. Mais pour les entreprises, moi je trouve que c'est encore il y a encore une grosse marge d'utilisation parce que quand on regarde, il y a très peu d'entreprises qui utilisent ces plateformes efficacement. Dans les métiers, entre guillemets, d'expertise, qui, si je comprends bien, est ton cœur de clientèle, en fait. Hein. Donc, c'est vrai que les commerçants, eux, c'est dans leur nature hein, d'être sur tous les supports. Donc, je pense que les plateformes de vente, etc., bon, de toute façon, c'est un peu même eux qui ont créé Internet et les réseaux sociaux. Mais les experts entre guillemets, l'utilisent encore vraiment très peu. Quoi. Et justement, ta source d'inspiration dans cette routine, quelle est-elle? Bah, effectivement, alors ça, il faut trouver des thèmes déjà qui sont en rapport avec sa cible. Donc, en fait, il y a déjà tout un travail sur, en fait, qu'est-ce que je viens chercher sur LinkedIn, en fait. C'est-à-dire que moi, bon, j'ai identifié un intérêt de mon audience, mais en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert au fil des publications. C'est-à-dire qu'au début, on fait des publications qui ne font pas de portée sur certains axes éditoriaux, et puis après, on les adapte. Donc, je pense que
La première démarche à avoir quand on produit du contenu, c'est d'avoir une forme d'humilité qui est de dire, en fait, en tant que producteur de contenu, on ne sait rien. Celui qui sait ce qui est bien, c'est le lecteur, c'est le consommateur, en fait. C'est-à-dire que même si on trouve un truc génial, si les gens ne l'apprécient pas, c'est que c'est pas bien. Même si on peut trouver ça génial, si on peut trouver ça intéressant. Ça veut dire qu'on n'a pas le bon angle de traitement, on n'a pas le bon sujet, et on n'a pas la bonne ligne éditoriale, tout simplement. Donc, je pense qu'il faut avoir en tête de construire une ligne éditoriale et puis après de la faire évoluer. Donc, moi, j'ai fait des tests, hein, tout simplement. Au début, j'étais sur des billets légers qui n'étaient pas du tout en rapport avec mon cœur de métier. C'était plus sur le fait de dire on se déconfine, il faut qu'on soit optimiste et qu'on reprenne le chemin du travail, quoi, de nos entreprises. Après, j'ai fait des tests aussi sur des choses un peu plus sémantiques. Par exemple, avec le latin, ça n'a jamais marché, hein, sur l'origine des mots, des choses comme ça. C'est pas du tout dans les tendances, dans l'air du temps. Donc, après, il y a une démarche de recherche constante d'idées sur des nouveaux contenus, parce que en fait, même si on a un contenu qui plaît, il faut se dire que les gens vont se lasser. En fait. Et c'est le problème qu'ont beaucoup de créateurs de contenu, c'est-à-dire qu'ils ont une ligne éditoriale, mais si on ne la fait pas évoluer constamment, en fait, les gens vont aller sur des gens qui ont de nouvelles idées, parce que les gens sont vraiment des consommateurs et ils veulent de la distraction, de la nouveauté en permanence, en fait. Donc c'est compliqué de donner une recette qui va marcher pour tout le monde. Maintenant, moi, j'ai trouvé des angles éditoriaux intéressants sur des mises en perspective historiques de mon métier par rapport à des événements historiques. Donc, j'ai eu des succès sur certaines publications, avec par exemple le Testament de Napoléon, le Testament de Louis XVI. Ça permet par exemple de parler de son métier avec une profondeur historique, c'est-à-dire qu'on va non seulement parler de ce qu'on fait, mais on va attirer aussi les gens qui ne sont pas forcément de son métier, de son domaine d'activité, mais qui sont passionnés par l'histoire. Donc ça permet quand même d'élargir son audience quelque part. Après, je vais des fois avoir des posts sur des sujets de fiscalité, parce que la fiscalité, c'est quand même un sujet populaire qui va toucher potentiellement tout le monde. Donc si on dit, voilà, il y a tel sujet sur lequel il faut être vigilant parce que vous pouvez payer moins, ou si vous ne faites pas ça, vous allez payer plus, forcément, il n'y a pas que les hyper spécialistes qui vont être intéressés. Si c'est un sujet grand public, on va élargir son audience. Après, il faut savoir quel type de population on vise en fait, parce qu'on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire que soit on vise comme cible, en tant qu'expert, on veut trouver des experts dans le développement de son réseau, auquel cas, on va faire des posts très techniques, qui vont parler à des experts. Mais avec ce type de publication, il ne faut pas s'attendre à avoir une grande viralité. Mais par contre, on peut avoir beaucoup de retours productifs. C'est-à-dire qu'on peut faire 800 vues sur un post et avoir 3 retours clients et rentrer 3 clients, par exemple, parce qu'on a eu un post très qualitatif et qui a bien ciblé l'audience qu'on avait visée au départ. À l'inverse, des fois, on peut avoir une grande viralité sur une publication, mais pas de retour business, en fait. Donc, c'est vrai que le ciblage, il y a un travail de profilage de son audience qui est très important et qui demande de la pratique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des idées au départ, mais rien ne remplace l'expérience pour les confirmer ou les adapter. Donc, c'est vrai que ce travail de création, moi, je n'ai pas vraiment de recette, mais il faut faire des choses qui nous intéressent, nous, pour après transmettre une passion. Moi, par exemple, j'adore l'histoire. Donc, c'est vrai que raccrocher mon métier avec de l'histoire,
bah, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne, et je pense qu'après, les gens le sentent, en fait. Mm. Mais Ouais, après, on peut imaginer plein de... Des fois, je vais avoir des contenus un peu plus humoristiques, par exemple, où je vais essayer de faire de l'humour. Alors, c'est difficile hein, de faire de l'humour, je n'ai pas la prétention d'être drôle, mais au moins, on va quand même être sur du contenu qui est plus léger, quoi, ouais. qui n'est pas forcément une analyse d'un article du Code civil. Donc après, voilà, la viralité n'est pas une fin en soi. Euh, mais il faut savoir si on veut s'adresser à beaucoup de gens, auquel cas il faut un contenu qui est très accessible, ou si on veut s'adresser à des experts, auquel cas il faut un contenu qui soit vraiment technique. En Mm. fait. Ouais, c'est intéressant. Justement, en parlant du contenu, est-ce qu'on peut parler du contenu au sens large? Moi, je suis persuadé que le contenu est une bonne approche justement pour aller chercher des faits. Oui. Euh, un jour, on en parlait ensemble et tu avais vu pas un aspect marketing, mais un aspect patrimonial au contenu. C'était intéressant ce que tu m'avais raconté, enfin, ta vision un peu et qui est celle d'investir sur le contenu. Ben, je pense que le contenu, en fait, le contenu, la production de contenu amène une visibilité. La visibilité amène un enracinement en général dans ce qu'on appelle les algorithmes, hein, c'est-à-dire que plus on publie, plus on est visible et plus on sent, on enracine son activité, son entreprise, sa personne dans l'univers digital, numérique. Et ça, je pense que dans les 10-15 prochaines années, ça va être un élément du patrimoine d'une entreprise. C'est-à-dire que dans la valorisation d'une entreprise, à mon avis, on regardera son patrimoine financier, son patrimoine humain, son personnel, son patrimoine immobilier, mais on regardera aussi son patrimoine numérique. C'est-à-dire quelles sont les capacités de l'entreprise à générer du contenu, à générer du trafic, et quelle est la position du trafic, quelle est la position de l'entreprise dans cette compétition numérique. Parce qu'en fait, tout ça est, mon avis, c'est que c'est quand même une compétition, même si c'est pas forcément, je dis pas que c'est une arène avec des gladiateurs. Hein. Les gens ne sont pas là pour s'entretuer, mais il y a ceux qui sont présents, qu'on voit, et ceux qu'on ne voit pas. Ceux qu'on voit ont un avantage sur ceux qu'on ne voit pas. Ouais, clairement. Ça me paraît indéniable. Ouais, c'est intéressant cette vision que tu apportes au contenu, sur son aspect patrimonial. Une dernière question. Il y a LinkedIn, mais il y a aussi d'autres plateformes. Je sais que tu as des intérêts pour d'autres plateformes. Tu es hyper curieux un peu de tout. Tu regardes un peu beaucoup de choses sur Internet. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire si tu avais des plateformes sur lesquelles tu voulais aller là, coup de Bah, cœur? là, on travaille actuellement tous les deux sur la plateforme YouTube, qui est une plateforme. YouTube est aussi un réseau social, hein, on l'oublie souvent. C'est pas qu'une plateforme de diffusion. Donc, je pense que YouTube est aussi un bon vecteur pour approfondir la présentation de son expertise quand on est un expert. Donc ça, pour moi, c'est un outil très intéressant. Je n'ai pas encore une grande expertise sur YouTube, mais il ne faut pas forcément viser une grande viralité sur YouTube, mais on peut quand même capitaliser sur de la production de contenu qui va permettre aux gens de vous voir, en fait, hein, en tant que professionnel. Et je pense que c'est une preuve sociale supplémentaire de son expertise sur un sujet donné. Donc, je pense que c'est important aussi d'être présent sur YouTube. Et actuellement, bon, le réseau social qui monte, hein, numéro un, c'est TikTok. Donc, c'est vrai que TikTok, là, dans nos métiers, à nous juristes, on voit pas mal d'avocats qui commencent à aller dessus. Bon, TikTok, c'est vrai qu'il y a une viralité qui est assez démentielle. Maintenant, c'est vrai qu'on a des métiers de réputation. Donc, faire du viral, c'est bien, c'est une chose, c'est flatteur.
Maintenant, il faut que ça soit bénéfique pour la réputation d'un professionnel et pour le développement d'une entreprise. Donc, je pense que même en faisant du viral, ça ne dispense pas d'avoir du contenu qui soit vraiment qualitatif, si on veut vraiment que ça soit profitable à long terme. Parce que faire des vues pour faire des vues, pour un expert, pour moi, n'est pas une fin en soi, en fait. Il faut faire des vues, même si c'est très peu, mais qui soient bénéfiques. Et même peu de vues bénéfiques peuvent amener beaucoup de retours au niveau du développement de sa clientèle. Donc après, moi, Facebook, j'ai essayé un peu, mais j'ai trouvé que quand même les codes sur Facebook se sont beaucoup relâchés au niveau de la civilité. Donc je ne suis pas un grand fan de Facebook de toute façon en général. Après, il y a Instagram aussi, mais Instagram, il y a un algorithme qui est très gourmand, si on veut, de la visibilité sans payer. Donc, c'est vrai que publier trois fois par jour, c'est quand même harassant. Et en plus, pour un expert, c'est de la publication qualitative. C'est-à-dire, ça ne peut pas être des photos de vacances, ça ne peut pas être des photos de son repas, de choses comme ça. Si on veut avoir un intérêt, il faut parler quand même de ce qu'on fait. Donc c'est vrai que pour des experts, il y a des gens qui arrivent à le faire, hein, franchement, et même avec des choses du quotidien, si c'est bien fait, je ne dénigre pas les lignes éditoriales des uns ou des autres, hein, mais c'est vrai que si on veut montrer son expertise, il faut quand même passer du temps sur la production de contenu et en faire 2 ou 3 par jour, ça me paraît énorme. Ouais. Bah, c'est vrai, en fonction des besoins, c'est un de mes projets aussi au sein de la communauté, c'est de donner des formations, des cours, des conseils sur d'autres plateformes. Ouais. On verra. Et c'est vrai que la combinaison que toi tu fais de LinkedIn, où tu vas chercher du lien avec des personnes, tu vas chercher du lien dans un temps court, parce que tu le vois, tes posts, c'est 2, 3 jours de visibilité. Parfois, ça peut renaître si tu as un bon post qui contribue à alimenter la chaîne. Et puis YouTube, tu vas chercher la visibilité sur le long terme. Tu te références, tu te références, tu te références, tu bâtis, tu bâtis, tu bâtis. Et là, la logique de construction de patrimoine, elle est encore plus forte. Oui. C'est certain. Une question subsidiaire qui me vient. Tu parlais d'image du métier. Est-ce que faire des réseaux sociaux, c'est pas un peu dépoussiérer certaines images ou bouger un peu les codes? Est-ce que c'est une opportunité ou pas? Bah, effectivement, c'est des plateformes qui rebattent les cartes, hein, en termes de communication, parce que historiquement, c'est des professions qui communiquaient uniquement par le biais de leurs institutions et par le biais des canaux classiques de communication, que ce soit les journaux, la presse, la télévision. Euh, les plateformes, les réseaux sociaux amènent une approche beaucoup plus individualiste et personnifiée de la communication. C'est-à-dire, quand on va sur LinkedIn, on voit que les comptes des institutions ne font pas vraiment beaucoup de vues. Enfin, c'est quand même assez rare. Ou même les comptes de grandes sociétés. C'est rare de voir un post viral qui est fait par Coca-Cola, par exemple, parce que en fait, les gens ne recherchent pas ça sur ces plateformes. C'est-à-dire que on est déjà vraiment sursollicité par la publicité sur Internet, dans nos boîtes mail, à la télévision, sur les plateformes, dans la rue, dans le métro, partout. En fait, les gens, pour moi, ne vont pas sur les réseaux sociaux pour lire des posts avec une coloration publicitaire. Publicité qui est interdite en plus pour les professions, la plupart des professions réglementées. Donc mon sentiment là-dessus, c'est que effectivement, il y a une nécessité d'adapter la communication à ces nouveaux médias parce qu'ils se sont clairement installés dans le paysage et c'est l'avenir. Donc il faut absolument adopter ces codes pour. Mais c'est pas évident parce qu'il faut accorder ça avec une réglementation et un statut qui est précieux parce que c'est ce qui fait notre identité. Donc il y a un équilibre qui n'est pas forcément toujours facile à trouver. C'est certain.
Bon, en tout cas, merci beaucoup à Ah, toi c'est un pour plaisir. Ouais, cette interview. C'était très, 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 très riche. C'est merci. vraiment très intéressant ce que tu racontes. Tu as vraiment bâti une communauté et tu as compris beaucoup de choses. Ça, c'est cool. Donc, bah, écoute, on se dit à la prochaine sur ta chaîne YouTube. Alors, si j'ai bien Bah, compris, avec plaisir, sur LinkedIn, YouTube. LinkedIn, YouTube. Bon, bah, super. Bah, écoute, merci à toi. Merci, à bientôt.